Quand j'ai commencé, la compagnie faisait 300 millions de chiffre d'affaires. Quand j'ai quitté, elle faisait plus de 4 milliards de chiffre d'affaires. La mondialisation fait qu'on est en concurrence avec le monde entier. Et au bout d'une période un peu moins d'un an, c'était même une surprise pour moi, j'ai été nommé directeur de tous les services où j'avais fait mon stage. Les jeunes qui sortent des écoles, faites de l'associatif ou faites de la politique. Et ça vous apprendra le leadership. Le changement climatique a peut-être des effets plus rapidement et plus forts que ce qui était prévu. Statistiquement, on n'a pas connu 6 ans d'affilée de sécheresse. C'est tous les jeunes qui ont étudié à l'étranger, il faut qu'ils rentrent. Je ne sais pas, vivre en France aujourd'hui, c'est difficile. Vous allumez la télévision, on vous insulte. Mais de manière générale, l'une des problématiques essentielles du Maroc. Fouad Douli, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans Next Wave Podcast. Merci. Je suis très heureux de vous accueillir. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs sujets. J'aimerais en apprendre davantage sur votre parcours. J'aimerais revenir sur vos différentes expériences chez Rema Watania, votre expérience en tant que ministre, aussi votre entreprise que vous avez créée il y a à peu près 10 ans, je crois. Donc voilà, j'aimerais revenir sur tous ces sujets et plein d'autres dans la discussion. Donc voilà, si ça vous va, ce serait un peu le petit programme. Très bien, très bien. Peut-être le démarrage, ce qui me caractérise au départ, c'est que je suis ingénieur. Donc ça, c'est-à-dire que... parce que dans notre entretien, il faudrait aussi que des jeunes qui nous regardent peut-être puissent regarder et dire tiens, ça me parle pas. Donc pourquoi j'ai été ingénieur? Parce que vous savez, déjà à l'époque, c'était la mode des écoles de commerce. Les gens voulaient faire du business. Et j'ai fait ingénieur parce que c'est le métier que je voulais. Je voulais construire et en quelque sorte façonner le paysage, avoir des choses dans lesquelles on a participé et qui restent. C'est ça l'ambition à la base. Donc je suis ingénieur des ponts et chaussées. J'ai également fait un doctorat d'ingénieur en géotechnique, c'est-à-dire la stabilité des pentes, la stabilité des ouvrages en terre. Et ça, c'est un intérêt qui est arrivé pendant l'école d'ingénieur? Oui, oui. Enfin, la spécialisation. La spécialisation. Et après, j'ai commencé à travailler donc en France, d'abord dans une entreprise de BTP. Et l'objectif de mon travail était qu'au bout de quelques mois ou une année, que je sois envoyé au Maroc pour faire un chantier de barrage. C'est comme ça. C'est pour ça que je suis rentré dans cette entreprise en France. Mais ce chantier, l'entreprise ne l'a pas eu, ne s'est pas fait. Donc j'ai décidé de rentrer au Maroc, puisque moi, mon objectif était de venir travailler au Maroc. Et j'ai commencé à l'ODEP, donc l'Office d'exploitation des ports, mais comme responsable d'un chantier, le chantier de construction du port ou du terminal pétrolier de Mohammedia. Donc c'était ça ma première expérience. Okay. Donc c'est quand même pour moi une expérience fondatrice parce que c'est mon premier travail au Maroc et que j'ai beaucoup apprécié. Avant d'y arriver, donc vous faites les ponts et chaussées, ensuite les mines. Comment était cette expérience et cette première expérience professionnelle du coup en France? Comment ça s'est passé? Oui, c'était une première expérience. Donc, au fait, j'attendais d'aller sur le chantier. Donc, j'étais ingénieur d'études dans l'entreprise où j'étais. C'est-à-dire que j'ai participé à plusieurs préparations de chantier. Notamment, j'ai beaucoup travaillé sur un barrage qui s'est fait au Burkina Faso à l'époque. Okay. Donc, préparer le chantier, c'est-à-dire les cubages, les volumes, les matériels qu'il faut mobiliser, les méthodes, etc., les installations de chantier, tout ce qui sert à préparer un chantier. J'ai également fait des études géotechniques sur d'autres ouvrages, notamment en Russie, etc. À l'époque, c'était des chantiers qu'avait l'entreprise. Et moi, comme j'étais un géotechnicien, donc quelqu'un qui connaît les sols et la stabilité des sols, on me confiait ces sujets-là. Et comme je vous ai dit, mon objectif était de travailler sur un barrage. Dès le début. Mais après, j'ai travaillé sur un terminal pétrolier, en réalité. Ok. Et là, en rentrant du coup au Maroc, c'est quoi le contexte? C'est quoi les premières responsabilités qu'on te donne? C'est à l'ODEP. J'étais donc responsable d'une division dans cette direction de chantier. Donc, je suivais les travaux de 2 entreprises, une qui faisait des postes pétroliers et une qui faisait tous les équipements, donc les bacs de stockage, les bacs ce qu'on appelle le déballastage, okay. Le nettoyage des cuves, les stations électriques, les pipes, etc. Donc c'est un chantier très divers. Et ça se passe comment ce début Écoutez, c'était très intéressant avec une équipe, avec quelques collègues qui sont toujours des amis d'ailleurs de ce temps-là. Et à ce propos, l'anecdote, moi, ce que j'en tirais, c'est que j'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, tout le monde veut. Aujourd'hui, la mode, c'est un peu les écoles business. Ce sont des très bonnes écoles, très intéressantes. Mais avant de faire du business, de gérer de l'argent, gérer des fonds, ou faire du droit, donc des contentieux, il faut quand même produire et créer et innover. Ouais. Les grandes choses dont on se souvient, c'est les innovations. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle,
il y a 20 ans, Internet, etc. C'est les innovations qui marquent finalement. Et je pense que au Maroc, on a encore besoin d'ingénieurs. On a besoin de beaucoup d'ingénieurs parce qu'on doit produire, on doit innover. Et j'espère que beaucoup de jeunes Marocains vont embrasser cette profession. Et sachant que l'innovation, c'est pas que la tech, c'est aussi l'industrie. Exactement. Pendant longtemps, c'est devenu... Les gens s'intéressaient moins à l'industrie et beaucoup plus à la tech et au marketing, au sujet plus business, etc. Mais il y a quand même un renouveau de l'industrie aujourd'hui et un intérêt qui devient de plus en plus fort, j'ai l'impression. Il y a une politique industrielle aujourd'hui au Maroc parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup perdu dans l'industrie. Et on a compris que l'industrie est quand même pour notre pays structurante. D'abord, elle assure un développement économique pérenne avec des emplois de longue durée et de qualité. Quand vous construisez une usine, c'est plusieurs centaines d'emplois et durables. Et des emplois qualifiés, donc avec un niveau de qualification, d'expertise de l'ouvrier jusqu'au cadre, jusqu'à l'agent de maîtrise et au cadre. Et ça permet donc l'emploi, la balance commerciale également, parce que ce qu'on produit, on peut l'exporter ou en tout cas ne plus importer. Et donc c'est effectivement structurant. Et depuis le Covid, mais comme on le voit, c'est pas facile. Ouais. La part de l'industrie dans notre PIB n'est pas si élevée, elle progresse très doucement. Et donc on a encore beaucoup d'efforts à faire parce que la mondialisation, qui est le grand événement de la fin du siècle dernier ou du début de ce siècle, fait qu'on est en concurrence avec le monde entier. Et c'est une concurrence difficile. Et c'est d'où justement cette mobilisation qui doit augmenter pour qu'on réussisse dans cette concurrence. Et notre argument ne doit plus être seulement le coût de la main-d'œuvre, qui était ce qui se faisait quand on a fait du textile, disons l'industrie d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement ça. Il y a beaucoup d'autres avantages comparatifs sur lesquels on est appelé. Peut-être la disponibilité des ressources, la qualité des ressources humaines, la disponibilité des ressources naturelles, les désavantages logistiques, parce qu'on est à côté de grands marchés comme le marché européen. Des avantages. Et pourquoi c'est un désavantage c'est un avantage. les avantages, oui, bien sûr. Des avantages au pluriel. Également un avantage des accords de libre-échange qu'on a avec ces pays-là, dont pour l'instant on n'a pas encore totalement profité. Sachant que depuis le Covid, même pour l'Europe, le fait d'avoir des pays qui peuvent fournir des biens à proximité, c'est devenu un sujet qui est de plus en plus important. Oui, parce que c'est un sujet de souveraineté, effectivement. C'est un sujet de proximité. Cet impératif, c'est-à-dire la mondialisation, a montré ses limites. Quand il y a une crise, il y a des limites sociales, parce que cette concurrence, elle est dure, elle est féroce, notamment pour les travailleurs. Mais c'est également un problème de souveraineté, de disponibilité, parce que quand il y a des crises, c'est le plus offrant, et on peut se retrouver à court. Aujourd'hui, on le voit, il y a des médicaments qu'on ne trouve plus. Tout simplement, ils sont mieux payés, les multinationales les pharmaceutiques préfèrent exporter dans les pays où le prix est le plus élevé. D'ailleurs, c'est assez marrant à regarder. Vous voyez que les prix des médicaments, il y a des médicaments sur lesquels la France est beaucoup moins chère que nous, mais il y a aussi le contraire. Ah bon ? Et la politique des laboratoires pharmaceutiques est assez opaque. Ils font ça en fonction de leur intérêt, de leur politique marketing de manière globale, mais en tant que pays en voie de développement, on n'est pas toujours les plus avantagés, loin de là. Complètement. Pour reprendre votre parcours, donc vous rejoignez du coup ce chantier qui est toujours du coup un sujet de construction et de développement d'un projet, mais sur un secteur un peu différent de ce qui était prévu avec les barrages initialement. Vous passez combien d'années Un peu moins de 2 ans. Okay. Au fait, j'ai quitté assez vite parce que le chantier était un chantier rapide, donc il était en voie de se terminer. Et puis la deuxième raison qui fait que j'ai quitté, c'est parce que je me suis rendu compte qu'on était dans un établissement public où on avait de difficultés à vraiment manager le personnel de manière très dynamique. D'accord. Il y avait beaucoup de lourdeur, etc., administrative. Et donc j'ai eu envie de voir autre chose, tout simplement. Okay. Puis j'ai fait un établissement public, c'était très intéressant. Moi, dans mon travail, j'étais vraiment responsabilisé, très bon environnement, des collègues très, très intéressants. Mais j'ai eu envie d'aller voir autre chose, d'aller dans le privé. C'est là que... Et alors, c'est par hasard que je suis rentré dans l'assurance. C'est la question que j'allais vous poser vraiment justement. Par hasard. Parce que c'est vrai que vous passez... Bon, c'est des premières expériences et ensuite vous avez fait par contre des expériences plus longues, etc. dans l'assurance. Mais je voulais comprendre ce passage de cette industrie à l'assurance. C'est sur des recommandations d'amis qui m'ont dit, qui étaient dans l'assurance certains et d'autres non, mais qui m'ont dit, voilà, c'est un métier qui est en train de se développer.
et qui recherchent des ingénieurs, donc des gens capables d'évaluer les risques, d'apporter une rigueur. L'assurance était une profession des juristes. Et maintenant, elle est davantage une profession d'ingénieur, d'actuaire. Et à l'époque, c'était tout à fait nouveau. Quand je suis rentré dans la compagnie Watania, à l'époque où je suis rentré, il y avait des informaticiens et j'étais le seul ingénieur non informaticien. D'accord. Et d'ailleurs, les premiers collègues que j'ai rencontrés me disaient « Mais qu'est-ce que tu viens faire dans l'assurance ?» C'était le domaine des juristes. Or, en réalité, avant de faire un contrat, d'assurer quelque chose, il faut comprendre ce qu'on assure. Il faut pouvoir également évaluer les risques de manière actuariale. Donc, il y a des techniques industrielles, mais des techniques aussi mathématiques pour bien faire le métier d'assureur. Et comment, ça m'intéresse de comprendre ces débuts, ces premières années. C'était quoi votre rôle quand vous avez rejoint Al Watania et comment vous avez appris le métier sur place? C'était une belle expérience dans le sens où j'ai d'abord suivi une formation assez longue, pratiquement 9 mois. Ok. J'ai appris le métier. Qui faisait partie de cette intégration. Mon patron à l'époque m'a dit tu prends le temps pour être bien formé. Okay. Et donc j'ai pris le temps, j'ai fait une formation un peu en France parce qu'on était filiale d'une compagnie française et beaucoup dans les services de l'entreprise. Et au bout d'une période un peu moins d'1 an, au fait, c'était même une surprise pour moi, j'ai été nommé directeur de tous les services où j'avais fait mon stage. Donc après, au bout même pas d'1 an, le patron à l'époque m'a fait confiance. Il a dit peut-être il a un potentiel. J'étais donc tout jeune débutant. Ouais. Et j'ai eu la responsabilité d'une moitié de la compagnie. C'était quoi cette moitié-là? C'était quoi ce pôle? Les assurances dommages, incendies, accidents, maritimes, etc. C'est ça l'IARD. D'accord. L'IARD et le transport. D'accord. Qui était à peu près, il y avait 130, 140 personnes. Chez qui je suis les responsables de ces services. J'étais avant au stage et le mois d'après, je suis devenu le responsable. Donc c'était une expérience un peu singulière sur ce plan-là. Il fallait tout de suite assumer ses responsabilités. Donc j'ai beaucoup travaillé. Et vous avez été accepté facilement en tant que jeune nouveau directeur? Si, par certains, oui. Par d'autres, ça a pris un peu plus de temps. Mais c'est pour ça que j'ai dit j'ai beaucoup travaillé, parce qu'il fallait démontrer sa légitimité par un engagement professionnel très fort. Et alors, j'ai appris également beaucoup de choses sur... ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Des postes comme ça exigent un peu de leadership. Le leadership, on ne l'apprend pas à l'école. Ouais. On ne l'apprend pas à l'école. On l'apprend dans la vie. Il y a des formations, bien sûr, de leadership. Mais de manière générale, dans les écoles, il n'y a pas de cursus spécial de leadership. La vie nous apprend ça. Et peut-être que l'engagement associatif et politique nous apprend ça. Là, j'ouvre cette parenthèse parce que, évidemment, dans une entreprise, quand on a une autorité, on est directeur général, une entreprise, c'est pas un corps démocratique. C'est pas un homme, une voix, c'est une hiérarchie, une organisation. Mais il n'en demeure pas moins, pour que ça marche bien, il faut que la hiérarchie ait une légitimité à l'égard de ses subordonnés, des gens qui travaillent avec le responsable. Et cette légitimité, elle se fait par l'expertise professionnelle, mais elle se fait aussi par les qualités managériales, dont le leadership. Et le leadership, c'est... Moi, je vais le résumer en 2 choses, parce que c'est plus large que ça. D'abord, savoir écouter. Et deuxièmement, savoir convaincre. Et ça, c'est des choses qu'on apprend quand on fait de l'associatif ou du politique. Parce que quand on est dans une association ou dans un parti politique, ce qui était mon cas, dans l'associatif notamment, puis après dans la politique. Déjà avant ce moment-là ou... Non, dès ce moment-là. Dès ce moment-là. Des activités associatives, mais également après. Dans une association ou un parti, il n'y a pas de hiérarchie. Quand on est dans le cadre d'une réunion avec une association, on est volontaire. Donc, on n'est pas un salarié, on est volontaire. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. Et même le responsable, lui, n'a pas avec lui des subordonnés ou des collaborateurs. Il a avec lui des co-responsables, en quelque sorte. Donc, il doit d'abord faire preuve de beaucoup d'écoute pour fédérer, pour connaître les bonnes idées, et également un pouvoir de conviction. Pour amener les gens. Et donc ça, c'est des qualités dont on a beaucoup besoin dans l'entreprise. D'où, je dirais, mon appel en disant, les jeunes qui sortent des écoles, s'ils veulent devenir des bons leaders, une des voies, engagez-vous.
faites de l'associatif ou faites de la politique. D'accord. Et ça vous apprendra le leadership. Et si on ouvre cette parenthèse, on y reviendra après sur la suite de votre parcours politique, mais si on ouvre juste cette parenthèse, votre engagement associatif, votre engagement politique, il date de toujours, c'est-à-dire depuis votre jeunesse. Je suis né un peu dedans. D'accord. Dans la famille, mon père a fait de la politique, c'était un résistant, il a fait de la prison pendant le protectorat, et par la suite au parti de l'Istiklal, donc avec des responsabilités, il était élu, il était membre, par exemple, de la première assemblée, l'assemblée consultative que Sa Majesté Mohamed VI avait nommée, le premier parlement marocain, qui était présidé par Madi Ben Bourka, donc dans les années 50, juste après l'indépendance, mais il a également été élu au conseil municipal de Fès, etc. Donc, on est né dedans. Les élections, quand il y avait les élections à Fès, notre maison, c'était un peu un quartier. C'était ma question. Est-ce que c'était un sujet dans la famille ou c'est-à-dire que vous ressentiez... Déjà dans la famille, il y avait ça. Donc c'est pour ça que je dis je suis né dedans. D'accord. Deuxièmement, c'est aussi un engagement personnel. Moi, par exemple, j'ai toujours été membre de mon association d'ingénieurs. Très rapidement, je suis rentré au bureau de l'association pour aider. Parce que c'est un engagement personnel, aider à gérer donc l'amicale des ponts et chaussées. Après, j'ai fait jusqu'à être président pendant 6 ans de cette amicale. J'ai été aussi dans l'associatif à titre professionnel, dans les fédérations, etc. Et dans le parti depuis quelques décennies. Ok. On va y revenir ensuite pour parler de votre parcours politique. Donc, vous rejoignez Al-Wataniya. Au bout d'une dizaine d'années, vous devenez directeur général de Al-Wataniya. Au bout d'un peu plus, oui, une douzaine d'années. Oui. Une douzaine d'années. Et vous êtes responsable de sujets, de gros dossiers comme la fusion avec RMA. Exact. Est-ce qu'on peut parler de cette expérience-là en particulier, ce dossier-là, et vos responsabilités en tant que DG à ce moment-là? La fusion, c'est difficile. Donc nous, on était filiale. Il y avait 2 compagnies marocaines qui étaient filiales d'un groupe français, le GAN. C'était Al-Wataniya et l'Alliance africaine. D'accord. Que vous avez racheté aussi, je crois. Ces 2 je compagnies crois. ont été rachetées par BMCE et RMA. OK. Parce que quand les Français ont décidé de céder, c'est le groupe RMA-BMCE qui s'est porté acquéreur. Et donc après, c'est une période de grands changements. Changement d'actionnaire, changement d'interlocuteur. Et tout de suite après, il y a des études de stratégie qui ont conclu, comme concluent très souvent les cabinets de conseil, à la fusion. Les synergies. À des synergies, voilà, la fusion. Et pour des raisons notamment d'acceptation, on a fait une fusion en 2 étapes. On a d'abord fusionné Wataniya avec l'Alliance africaine, donc les 2 ex-filiales françaises, qui étaient plus faciles. En plus, c'était une absorption. Le Wataniya était beaucoup plus grande que l'Alliance africaine. Et 3 ans ou 4 ans après, on a fait la 2e fusion entre Wataniya et RMA. Et comment se sont passées ces 2 les fusions? Comme vous le savez, c'est toujours quelque chose de difficile parce que c'est tout un process assez long. Et ça a pris plusieurs années. Chaque fusion, pour la préparer, il faut 6 à 9 mois et la mettre en exécution. Donc, disons 1 année de préparation. Et puis après, post-fusion, et le travail continue. Et c'était un travail intéressant parce qu'on a appris beaucoup de choses de méthodologiques. Évidemment, les fusions sont l'occasion de réfléchir, de garder les meilleures pratiques. Mais les fusions, c'est aussi un exercice de négociation, de compromis entre les équipes, entre des ex-compagnies. Donc, par exemple, quand on sait très bien qu'il y a des responsables qui partent, d'autres qui vont rester. On sait très bien qu'il y a... La gouvernance change. Voilà. Et notamment, il y a un enjeu d'hommes. Donc, les fusions sont très engageantes parce que les gens pensent aussi à leur poste. Est-ce que je vais rester? Est-ce qu'on va me changer? Donc, c'est des périodes difficiles de changement. Des périodes de changement difficiles et sur lesquelles il faut beaucoup de doigté, beaucoup d'écoute, beaucoup de leadership. Et avec une période ensuite... faire avancer les dossiers. Parmi les sujets importants, donc, il y a le sujet informatique, notamment. Quel système d'information retenir? Les systèmes des compagnies sont différents. Donc des sujets d'intégration. Comment intégrer, selon quel processus, avec des risques importants. Des risques de perte de données, etc. Donc avec un phasage qui doit être très prudent dans les opérations de fusion. La deuxième partie, c'est la partie RH, qui est également très importante pour garder les bons éléments, pour profiter au mieux des ressources qu'on a. Parce qu'on a tendance à croire que dans les fusions, il faut réduire le personnel. C'est vrai qu'in fine, on réduit le personnel, en général, parce qu'il y a des fonctions, notamment les fonctions back-office, les fonctions support qui font souvent doublon.
Mais parfois, c'est des gens dans les fonctions production, dans des fonctions très opérationnelles qui partent et qui ne veulent plus rester ou qu'on réduit à tort. La partie commerciale est très difficile parce qu'on travaille beaucoup sur l'interne et on a tendance à oublier les clients et les partenaires. Et donc l'image du groupe opérationnellement, les opérationnellement, responsables sont pris dans des réunions de fusion toutes les semaines, etc., pour préparer. Oui. Et entre-temps, le business continue. Le business continue. Donc il faut continuer à s'occuper de ses clients avec des ressources mobilisées. Et ça, c'est une difficulté. Souvent, dans les fusions, on ne retrouve pas la somme des chiffres d'affaires au début. En tout cas, post-fusion, la première année post-fusion. Et donc ça, c'est également une difficulté importante. Et donc, ces deux expériences ont été très riches sur le plan professionnel et sur le plan humain. Et quand vous passez de directeur général de Al Wataniya à directeur général du groupe RM Wataniya, est-ce que y a beaucoup de choses qui changent dans votre travail, dans l'ampleur du groupe que vous dirigez? Est-ce que vraiment votre quotidien change énormément? Que sur la durée, évidemment, sur les plus de 20 ans de carrière que j'ai fait dans ce groupe, entre le début et la fin, ça n'a rien à voir. Moi, quand j'ai commencé, la compagnie faisait 300 millions de chiffre d'affaires. C'était déjà la plus grande compagnie du marché. 30 millions de résultats à peu près. On a terminé. Quand j'ai quitté, elle faisait plus de 4 milliards de chiffre d'affaires et 800 millions de résultats ou quelque chose comme ça. Donc, c'est des échelles différentes. L'effectif, par contre, n'avait multiplié que par 2 ou 2,5. Mais bon, c'est 20 ans plus tard, donc il y a aussi un effet d'inflation. Et évidemment, avec des natures de problèmes eux-mêmes qui ont changé. Et donc, c'est ça, c'est-à-dire que sur un parcours, on a l'impression que le parcours est linéaire. 20 ans, c'est long, mais 20 ans, c'est court, parce qu'on a fait beaucoup de choses. D'abord, les fusions. On a changé tout le travail qu'on a fait sur les systèmes d'information. Puis, on a introduit des choses nouvelles. Par exemple, le marketing. On ne faisait pas de marketing. C'est quand que ça a été introduit? On ne faisait pas vraiment de la communication. Moi, dans ma carrière, un jour, j'ai eu une direction qui s'appelait direction technique et marketing. Et je pense que c'était vraiment le démarrage structuré du marketing. C'était au début des années 2000, 92 ou 93. Donc vraiment, on a commencé à travailler et à faire des choses structurées avec, je dirais, une continuité, avec l'actuariat également, calculer les tarifs. Avant, on travaillait avec des tarifs qui étaient là, qui étaient des tarifs français d'il y a 20 ans, etc. On a commencé à construire nos propres tarifs, à faire des prévisions. Tout ça, c'est nouveau. Donc, c'était passionnant. Et notamment, j'ai recruté un certain nombre de gens très compétents, que j'ai trouvé très compétents à l'époque. Il y a sûrement mieux maintenant ou d'autres compétences. Mais on a constitué un noyau de compétences qui a vraiment fait donner un grand développement à la compagnie. Et un certain nombre de ces équipes, aujourd'hui, occupent des très grandes fonctions dans le marché de l'assurance. Sont des gens tout à fait compétents, qui ont réussi dans une belle carrière. Ok. Donc, vous passez quelques années en tant que dirigeant du groupe. Et en 2011, vous êtes appelé pour rejoindre le gouvernement. Le 2 janvier 2012. Ouais. 2 janvier 2012. Ça a commencé en 2012. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous vous y attendiez? Enfin, je veux dire, vraiment, dans quel contexte c'est arrivé? Bon, vous savez, j'étais un militant du parti, j'étais membre du Conseil national, donc un cadre du parti. J'avais des compétences, je dirais, managériales, une expérience professionnelle assez riche. J'étais assez connu sur le marché de l'assurance. Donc j'avais déjà eu des propositions antérieures pour aller diriger des établissements publics, des choses comme ça, qu'à l'époque, je n'étais pas encore chaud. Parce que j'étais pris dans ma carrière. Et puis là, bon, c'est cette... je dirais pas opportunité, je ne sais pas si c'est un hasard, mais bon, on m'a appelé donc pour cette fonction qui m'a semblé très intéressante parce que c'est l'eau, l'énergie et l'environnement sont les trois défis majeurs du XXIe siècle. Parce que c'est des ressources indispensables. Et on le voit avec la question de l'eau aujourd'hui, qui est vraiment une question prioritaire et majeure pour le Maroc. Donc ça m'a vraiment beaucoup intéressé, beaucoup interpellé. Et c'est comme ça que j'ai dit bismillah, comme on dit. Et voilà. Alors, c'est une expérience pour nous qui est un peu spéciale, parce que nous sommes les premiers ministres qui ont démissionné. Donc au bout de 18 mois d'exercice, on a démissionné pour des divergences
entre notre parti et le PJD. Et on est resté encore plusieurs mois de continuité de l'activité jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit nommé 5 mois après, ou 4 mois après. Donc voilà. L'expérience était courte, mais très intéressante. Très intense et intéressante. Et sur des secteurs très intéressants où beaucoup de choses se passent. Si on revient du coup sur les dossiers majeurs sur lesquels vous avez travaillé sur cette période, sur ces 2 années-là, je crois que c'était une période où il y avait beaucoup d'augmentation des prix de l'énergie. Oui, dans les marché années du pétrole, 2010, oui. 2011, avec des prix du baril très élevés. Le baril, oui, avait flambé, il est arrivé jusqu'à $140. Ouais, voilà, jusqu'à $140. C'était quoi les sujets majeurs que vous avez eu à gérer à ce moment-là? Écoutez, ça dépend des secteurs, mais évidemment, on avait les problèmes importants pour l'État. J'oublie. Il y avait de multitudes de problèmes. Évidemment, les questions essentielles sont l'emploi et l'investissement. Évidemment, j'oublie les questions régaliennes. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire sur cette partie-là d'énergie. Ce sont des choses très importantes et prioritaires. Mais si je parle typiquement de ces questions-là, il y avait donc cette fluctuation du coût de l'énergie qui était très importante et très lourde et qui, à l'époque, en 2012, je crois que le budget de la caisse de compensation, on a atteint 55 milliards de dirhams. Donc, ce qui était vraiment un trou énorme. On était à l'époque en compensation. Et c'était la première fois qu'on dépassait 50. Oui. Ouais. C'était vraiment un pic très très élevé qui a causé des problèmes, disons, financiers au budget de l'État. Et donc, mais c'était en même temps le lancement d'un certain nombre de stratégies qui ont été poursuivies d'ailleurs. Et moi-même, les stratégies que j'ai trouvées, que j'ai poursuivies. Parce que dans mon approche à l'époque, il n'était pas question pour moi de dire tout ce qui est antérieur n'est pas bon. Bien Au sûr. contraire, on doit chercher d'abord à construire sur ce qui a été fait, sachant que quand on fait une stratégie, quand on développe, on doit corriger avec l'évaluation périodique, mais on ne doit pas, il n'y a pas de raison de recommencer à zéro un travail qui a été fait. Donc il y avait une stratégie énergétique qui était déjà lancée et qu'il fallait donc mettre en œuvre. Et c'est là qu'on a commencé, notamment dans le renouvelable. Parce que la stratégie était déjà tracée, je crois qu'elle date de 2010 ou 2011, donc juste avant qu'on arrive. Et on l'a commencé à la mettre en œuvre, notamment par exemple la centrale de Ouarzazate. C'était la première réalisation. Ça, c'est intéressant, je pense, parce que dans cette stratégie. Alors évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que les ministères, en tout cas le ministère de l'Énergie, est un ministère de régulation et de réglementation. Il n'est pas opérateur. Bien c'est sûr. lui qui construit. Ceux qui construisent, c'est en tout cas des établissements publics qui font des marchés avec des sociétés, mais c'est l'ONE, c'est Mazen. Mais le ministère de l'Énergie, lui, joue un rôle d'accompagnateur, de régulateur. C'est lui qui réglemente. Et il est évidemment administrateur. Il est au compte de ces sociétés publiques pour contrôler, je dirais, la direction des entreprises. Mais contrairement au département de l'eau. Le département de l'eau, c'est autre chose. Le département de l'eau est à la fois régulateur, mais en même temps, il est opérateur parce qu'il construit. Les barrages sont faits par le département de l'eau. Par exemple, Okay. les ouvrages hydrauliques sont faits par le il département. y a un rôle opérationnel, par contre, Oui. du département. De la même département manière, de l'eau. dans le département de l'environnement. Le département Ok. de l'environnement finance un certain nombre de réalisations. Il y avait à l'époque, là aussi, qui était déjà fait juste avant, par un ministre du parti de l'Istiqlal d'ailleurs, qui est il y avait des plans nationaux, notamment de traitement des déchets et de construction de toutes disons, de déploiement des décharges contrôlées, etc. Donc, c'est des choses qui étaient planifiées avec des schémas de financement qu'il fallait mettre en œuvre et poursuivre. J'ai envie de revenir sur l'eau et l'environnement, mais juste avant ça, c'est très intéressant parce que vous étiez vraiment aux responsabilités au moment où vous disiez où certains projets commençaient, notamment dans le renouvelable. C'est quoi l'évolution qu'on a eue au Maroc en termes de mix énergétique et en termes d'importance du renouvelable entre le début des années 2010 ou vraiment dans les grandes masses et aujourd'hui? Bon, c'est très simple. Je ne peux pas vous donner des chiffres très précis parce Bien que, sûr, non mais sans rentrer dans les détails. Mais en gros, 2010, ce qu'il y avait, c'était les barrages. Barrages, Hydrauliques. peut-être 1300 mégawatts de puissance installée ou 1400. Et on était à 6000, 7000 puissance totale installée. C'est-à-dire avec du thermique et de l'hydraulique. Et on a commencé à développer du renouvelable à partir de 2012. Les premières stations de grande taille ont été lancées à cette période-là. Mais en même temps, on a développé aussi du charbon. Parce qu'on ne pouvait pas, avec le renouvelable,
suffire aux besoins énergétiques du pays. N'oubliez pas qu'à l'époque, on importait beaucoup d'énergie. Disons, la situation sur le plan de l'alimentation d'énergie était tendue, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et on a notamment étendu la grande centrale de Jorf el-Sfar, ajouté 2 tranches. Parce que Jorf el-Sfar aujourd'hui, c'est presque 2000 mégawatts et c'est un bon tiers de l'énergie produite au Maroc, de l'électricité. Et on a lancé les travaux de la centrale de Safi. C'est presque 1300 mégawatts en charbon. Donc voilà 2 grands projets. Charbon assez propre, mais charbon. Mais en même temps, parce qu'il fallait quand même subvenir aux besoins. Et c'était des projets qui étaient déjà dans le pipe, étudiés, mais il fallait donc trouver les entreprises, les financements, etc., et les lancer. Et en même temps, lancer cette nouvelle stratégie de développement des renouvelables. Qui est un peu différente. Parce que autant dans le renouvelable, l'investissement est très fort au départ. Et à l'époque, le prix du kilowattheure était très élevé dans le renouvelable. Il a beaucoup baissé depuis, notamment dans le photovoltaïque et dans l'éolien. Mais donc il y avait une question qui est l'investissement de départ est très élevé, mais après ça coûte rien, puisque l'énergie ne coûte rien. Ce qui n'est pas le cas du thermique, où l'investissement est important, moins que dans le renouvelable, par mégawatt. Sauf le stockage peut-être. Mais je veux dire dans le renouvelable. Oui. Peut-être ce serait la différence de coût. Non, même au-delà du stockage, le coût à l'époque était plus cher. D'accord. Même sans tenir compte du stockage. C'est vrai qu'on a fait des centrales avec stockage au début, mais même sans stockage, c'était un coût plus élevé. Et donc, voilà, je pense que sur cette question d'énergie, c'est une question importante. Parce que c'est des enjeux très importants, des investissements très importants. Et quand on investit pour 30, 40 ans. Une centrale, ou 50 ans. Elle dure. Donc, ce n'est pas des choses qu'on peut changer rapidement. Peut-être l'une des règles, c'est d'avoir un mix énergétique diversifié. Il faut choisir évidemment des sources, mais en tout cas, il faut les diversifier. Pour des raisons d'abord de choix, parce que pour ne pas risquer de faire des mauvais choix. Aujourd'hui, il y a des contraintes environnementales qui fait que de toute façon, on doit aller vers le renouvelable. Et des engagements du Maroc en termes de gaz à effet de serre, de limitation des gaz à effet de serre. Et puis, il y a aussi le fait que si on s'engage trop dans une démarche, il y aura peut-être des nouvelles technologies qui vont apparaître. Donc, il faut laisser la possibilité de bénéficier. Il faut avoir un pied dedans pour en bénéficier. Voilà. Donc, on a maintenant, on est plutôt vers 11 000 mégawatts et je crois on doit être à pratiquement 6 000 entre le solaire, l'éolien, où on doit approcher des 6 000, et l'hydraulique. Okay. Bon, l'hydraulique, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme il y a manque d'eau dans les barrages... Et c'est l'autre sujet qui est... Ça, c'est la puissance. Quand on parle de puissance installée. Oui. C'est-à-dire la capacité de production. Mais après, ce qu'on produit, par exemple, dans une centrale solaire, on va produire que quelques heures par jour. Des heures d'ensoleillement. L'éolien produit plus. La puissance installée, c'est pas la puissance... Enfin, c'est pas la capacité installée, c'est pas la capacité de production. C'est pas l'énergie produite. La puissance installée. Alors que dans le thermique, la centrale à charbon, en général, fonctionne 24 heures sur 24. Donc la puissance installée, l'énergie produite et le coefficient est plus élevé. Sur le sujet de l'eau, qui est le deuxième sujet qui est très important et qui a beaucoup fait l'actualité ces dernières années, ces derniers mois, parce qu'il y a eu plusieurs années de sécheresse. C'est quoi votre vue sur ce sujet ? On en parle depuis longtemps. Depuis longtemps, il y a un problème de sécheresse. C'est quoi votre vue sur le sujet aujourd'hui ? Alors, le changement climatique a peut-être des effets plus rapidement et plus forts que ce qui était prévu. Il ne faut pas oublier que quand on réfléchit à cette problématique, eh bien, on se base sur ce qu'on a vu, sur des séries statistiques pour évaluer, parce qu'il y a plusieurs éléments importants il y a les besoins et les ressources. Et les besoins, essentiellement, viennent de la démographie et du développement économique, qui donne les besoins en eau, bien sûr, au niveau national, puis dans une optique régionale. Et ça, on arrive à l'évaluer plus ou moins correctement. Démographie, on arrive à l'évaluer plus ou moins correctement. Et par contre, les ressources en eau annuelles, notamment les précipitations, là, on se base sur des séries statistiques, mais statistiquement, on n'a pas connu 6 ans d'affilée de sécheresse. Oui. On avait connu
On se disait c'est 2 ans sur 5. C'était ça qui avait cours. Qui pouvaient être des années successives ou entrecoupées. Mais on avait 1 année sur 5, puis 2 années sur 5. Et c'était ça l'hypothèse de travail. Et maintenant, on a fait 5 années sur 5. Donc vous voyez que c'est des choses qui n'étaient pas prévues telles que. Après, il y avait évidemment de la planification. Parce que quand on travaille dans un domaine comme ça, on doit préparer l'avenir, on doit planifier. Donc on avait travaillé sur un plan national de l'eau. Alors c'était assez marrant parce que en réalité, dans ce plan national de l'eau, donc on avait fait des réunions et un travail et dans chaque bassin. Parce que vous savez qu'au niveau de l'eau, le Maroc est divisé en bassins hydrauliques. Oui. Bassin du Sbou, le bassin, etc. Donc, parce que c'est ça l'unité géographique qui a une importance pour l'eau. Et donc, dans chaque bassin, on a fait un travail avec les opérateurs locaux, les acteurs, disons les différents secteurs industriels, avec les études hydrographiques, hydrologiques du bassin, afin d'évaluer les besoins sur une période de 2-3 décennies, parce qu'il faut avoir une vision à long terme, et identifier les ressources pour faire face à ces besoins. Donc on avait fait ce travail dans... bon, ça a un nom, j'ai oublié le nom, parce que c'est réglementaire, c'est un travail qui est dans la réglementation. D'accord. Et on avait fait ce travail donc, en 2012 dans tous les bassins, puis on avait construit à partir de là le plan national de l'eau, c'est-à-dire en condensant en quelque sorte ce travail régional, quels sont les besoins, quelles sont les ressources et quels sont les investissements à faire pour faire face. D'accord. Et j'avais insisté beaucoup pour chiffrer budgétairement ce plan national de l'eau. Et alors ? Et on était arrivé à une conclusion. Alors, ce travail s'est fait aussi à un moment où on était en voie de démission. Mais on était arrivé à une évaluation de l'ordre, si mes souvenirs sont bons, 14 milliards de dirhams par an qu'il fallait investir sur la période en moyenne pour pouvoir faire face. Comparé à un budget qui est de combien ? Et à l'époque, on était plutôt à 10 milliards. D'accord. Donc vous voyez, il y avait un gap d'investissement. Mais le problème, c'est que tant que les besoins ne sont pas là, vous ne pouvez pas avoir les budgets. Parce qu'on dit, vous avez de l'eau, pourquoi vous demandez plus ? Il y a cette difficulté quand on gère le budget. Ouais, parce que c'est un sujet qui est dynamique. Ouais. Est-ce qu'on va faire des investissements de précaution par rapport à une planification à très long terme ? Sachant qu'il y a d'autres sujets qui sont... Bon, en tout cas, ce que je constate, c'est que en 2020, Sa Majesté avait lancé un groupe de travail, présidé un groupe de travail qui a sorti un plan national de l'eau potable et de l'irrigation, je ne me rappelle plus du nom exact, sur la période 2020-2027. Oui. Ce plan, et ça avec l'autorité royale, avec donc la participation des acteurs concernés, avait sorti un investissement de l'ordre à l'époque de 105-110 milliards. Donc on retrouvait les 15 milliards de dirhams à peu près qu'il fallait faire. Oui. Ils ont entamé en 2020. Aujourd'hui, déjà, avec l'accélération des besoins, les 105 qui étaient prévus, aujourd'hui on parle plutôt de 140. Vous voyez ? Mais pour comprendre... Donc on est en train aujourd'hui au Maroc de faire un effort très important pour rattraper et pour pouvoir faire face parce que les événements ont montré la nécessité. C'est pas, par exemple, je donne un autre exemple, le transfert de l'eau des régions excédentaires vers les régions, c'est une idée qui existe depuis... On a travaillé sur cette idée et l'idée c'était d'amener de l'eau donc du bassin du Sbou, puis plus loin du bassin du Loukos, vers Rabat, donc Sidi Mohamed Abdallah, Casa, jusqu'à le Massira, jusqu'au barrage de Massira pour alimenter, y compris Marrakech, qui était déjà, avait des besoins. À l'époque, on avait chiffré ça à peu près à 25 milliards de dirhams de budget. Et on a commencé à préparer. Alors, il fallait lancer des études économiques pour voir comment financer, qui va payer, est-ce que les usagers vont payer, etc. Parce qu'il y a ces questions de financement se posent aussi. Parce qu'il y a pas, la technique, c'est facile, tracer un ouvrage, faire un barrage, faire une conduite, même dans des conditions difficiles, en montagne et tout. On trouve ça se fait. Ouais.
il y a des entreprises capables de le faire. Le problème n'est pas de construire. Le problème, C'est le financement. c'est la planification. Il faut être à temps, il faut faire les choses dans les délais, il faut être à temps, pas trop tôt, parce que c'est du gaspillage et pas tard. Trouver le financement et s'assurer de la viabilité et de la continuité de l'exploitation. D'accord. Et donc ça exige un certain nombre d'études et de précautions. Et donc nous, on avait entamé ce travail, on avait même lancé dans la loi de finances 2014 les prémices de ce projet, par les études d'avant-projet détaillées pour certains ouvrages qui devaient servir pour le transfert. Bon, peut-être que le besoin par la suite n'a pas été aigu, mais on s'est rendu compte là il y a 2 ans que finalement il fallait. Et on a entamé le transfert par le transfert SPO Sidi Mohamed Ben Abdallah, Ouais. qui est juste 60 ou 70 km, 6 milliards de dirhams. Là, vous avez parlé de deux initiatives concrètes, donc c'est-à-dire la logistique entre les régions, la construction des barrages, etc. Il y a aussi les projets de dessalement qui ont été lancés. Est-ce que vous pensez que ça va être une solution à l'échelle qui sera On n'a pas aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le choix. À l'époque, en 2012-2013, on se posait la question, c'était dans les hypothèses, et on se disait peut-être qu'avec le transfert, on pourra les retarder un peu. Parce que d'abord, ce qui n'est pas si mal, parce que les coûts de dessalement ont quand même baissé, les technologies se sont améliorées. Parce que n'oubliez pas, faire du dessalement, d'accord, mais qui va payer de l'eau en sortie à 6, 7, à l'époque peut-être 7, 8 dirhams le mètre cube? Oui. Qui c'est qui va la payer? Aujourd'hui, on dit la station de Casablanca, qui est une très grande station, sort en moyenne sur 20 ans, parce que le prix qui a été donné, c'est pas le prix, et c'est à la sortie. Après, il faut pomper, distribuer. Donc, quand ça arrive chez le consommateur, il y a 30 ou 40% de plus. Ok. C'est 4,50 dirhams le mètre cube. Aujourd'hui, l'eau de la tranche sociale, c'est 6 dirhams le mètre cube. Vous voyez qui est beaucoup moins cher que le prix de revient. On sait que l'eau... Vous voyez que quand on produit du dessalement, il faut le financer, le subventionner. Donc c'est bien de dire on fait du dessalement, tout ça, mais à un moment, il y a aujourd'hui... Il faut que la technologie s'améliore. Aujourd'hui, on a encore une question, je crois que le ministère travaille dessus, de ce schéma de financement de l'eau. Parce que pour pérenniser le système, et parce que ça va devenir de plus en plus difficile, il faudra bien trouver ces schémas. Est-ce que l'État peut prendre en charge tout ça? Bon, s'il peut prendre en charge, tant mieux. Mais je pense que le financement de l'eau doit être un peu mieux réparti. C'est-à-dire que dans le financement de l'eau, il doit y avoir une part significative de responsabilité où le consommateur, notamment l'industriel ou le grand agriculteur, doit payer quand même l'eau à un niveau raisonnable. Raisonnable. Parce qu'aujourd'hui, les gens font un puits, ils pompent, ils ne paient rien. Mais c'est une ressource publique. Ce n'est pas une ressource privée, l'eau. Même quand vous avez un puits dans votre terrain, l'eau qu'il y a en dessous, c'est une ressource publique. Donc on doit imaginer, c'est un travail difficile, mais qui doit se faire, comment pérenniser le financement de l'eau, et du dessalement, et de toutes les autres méthodes. Aujourd'hui, on est en train de traiter de l'eau usée pour l'arrosage, etc. Tout ça, ça coûte des investissements, ça coûte des coûts d'exploitation, entre donc l'État, la puissance publique et l'usager. Et sachant qu'il y a donc ce principe de responsabilité du consommateur, mais il y a en même temps un principe de solidarité, c'est-à-dire que les petits agriculteurs, les catégories sociales défavorisées doivent avoir une eau accessible, qu'ils doivent pouvoir se permettre. On ne peut pas leur augmenter de manière significative ces coûts-là, etc., parce que l'eau, il y a aussi un droit à l'eau qui doit être assuré aux citoyens. Donc voilà, c'est un sujet à la technique et politique. Pour reprendre un peu le fil après cette expérience, après cette fonction de ministre, j'aimerais parler ensuite de ce que vous avez fait. Vous êtes aussi entrepreneur, parce que vous avez fondé Odo Assurance, qui justement est toujours dans le secteur de l'assurance, mais dans le courtage. Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais comprendre cette expérience, comment elle a débuté, comment vous avez pris cette nouvelle casquette d'entrepreneur, et voilà, comment ça s'est passé. D'abord, quand on a quitté le gouvernement, je me suis reposé un petit peu, quelques mois. Parenthèse, on n'a pas
l'usage de prendre des années sabbatiques, mais j'ai pris, disons, quelques mois sabbatiques. Et après, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte, j'ai eu quelques propositions d'emploi dans des fonctions importantes, etc., disons. Et j'avais pas vraiment envie de reprendre un emploi à l'époque. Ça, c'est un premier constat. Deuxièmement, j'ai réfléchi, j'ai cherché donc à développer quelque chose, ce que je n'avais jamais fait dans ma vie, puisque j'avais toujours été salarié. Et finalement, en réfléchissant, j'ai analysé des dossiers d'un rachat de petites entreprises à développer, etc., etc. Et je me suis rendu compte que le métier que je connais le mieux, où je connais les acteurs, c'est l'assurance. Et donc, c'est comme ça que... D'ailleurs, quelques amis m'ont dit, mais pourquoi tu réfléchis? Ouais, tu fais Est-ce que tu Et connais... donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et j'ai monté ce cabinet donc, en 2015. Donc, ça fait 9 ans. Et je l'ai développé petit à petit. Voilà. En partant de zéro, pratiquement. Je l'ai développé petit à petit, en essayant de faire un travail professionnel, de qualité et éthique. Et quelques années après, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Bon, aujourd'hui, j'ai un cabinet au Maroc, on peut dire que c'est un cabinet de taille moyenne. Ce n'est pas un grand cabinet. Il y a une dizaine de grands cabinets sur le marché, dont je ne fais pas partie, mais de taille moyenne et qui travaille surtout avec de l'entreprise. Et donc, c'est un cabinet structuré. On est 16 personnes, cabinet qui tourne, qui a des bons clients. On essaye toujours de le développer, évidemment, mais ça, c'est la difficulté de toute activité, la difficulté commerciale. Mais sur le plan du service et le plan technique, je pense qu'on est assez bien équipé. On fait notre travail de manière professionnelle. Et c'est quoi les grands changements et les grands apprentissages que vous avez eus avec cette nouvelle casquette? Oui, ça n'a rien à voir. Parce que quand vous êtes dans une PME, vous faites un peu de tout. Exactement. Oui. Ce qui n'est pas le cas dans mes expériences antérieures où j'étais vraiment, je ne participais que à ce qui était vraiment ma fonction. Il y a beaucoup de choses dont je ne m'étais jamais occupé. Et donc, c'est à la fois très opérationnel, puisqu'on s'occupe un peu de tout. En même temps, j'ai eu à accompagner des jeunes, à former. Donc ça, c'est un côté agréable du travail, parce qu'on prend des jeunes qu'on accompagne et qui, quelques années après, deviennent très professionnels. Il y a des gens qui ont travaillé avec moi, qui sont allés ailleurs, d'ailleurs, aujourd'hui, avec des fonctions importantes, qui sont maintenant des directeurs généraux de cabinets de courtage importants. Et la dernière fois, quelqu'un m'a appelé en me disant, voilà, il y a un tel qui dit que tu lui as beaucoup appris, que c'est grâce à toi qu'elle est arrivée à ce niveau de compétence, etc. Donc, c'est aussi une satisfaction. Voilà, donc c'est surtout qu'on s'occupe un peu de tout, mais en même temps, on est très proche des vrais problèmes. Deuxièmement, dans ce métier, il y a un côté proximité des clients qui est beaucoup plus fort que quand on est dans une compagnie. On a beaucoup de réunions internes, de stratégie, de préparation de telles choses, de réglementation, etc. Donc, on rencontre beaucoup de gens sur des problématiques très différentes. Et donc, c'est un métier qui nous exige. Et là, j'arrête pas de le dire aux gens, dans mes collaborateurs. Je dis, bon, quand on assure quelque chose, il faut comprendre de quoi il s'agit. Moi, ça m'arrive de temps en temps de rentrer sur Google, de chercher, de comprendre le procédé technique ou de la société, pour comprendre ce qu'elle fait, quel produit elle fait, quels sont les risques qu'elle encourt, etc. Parce qu'il faut se documenter, il faut comprendre, parce qu'on ne connaît pas tous les métiers. Et il faut discuter avec l'assuré. C'est lui qui, finalement, connaît les risques de son métier et ses besoins. Et donc, nous, notre travail, c'est en réalité, on est un traducteur, c'est-à-dire qu'on part de risques qu'on doit identifier, on les traduit en besoin d'assurance, en police d'assurance. Et en même temps, on a un travail de négociateur, c'est-à-dire qu'on doit présenter ces risques aux compagnies de la bonne façon, c'est-à-dire en disant la réalité, pour avoir mais en même temps en montrant les bons côtés du risque, tout en ayant pour obtenir des conditions favorables pour le client. Donc ça, après, on gère. Il y a le côté négociation, placement, et il y a le côté gestion, c'est-à-dire qu'on gère les contrats, on gère les sinistres, etc. Okay. Et on a de temps en temps des choses nouvelles. Donc là aussi dans ce métier, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux métiers qu'on doit comprendre. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de la cybersécurité. Voilà un nouveau risque que nous commençons à proposer à nos clients, à certains clients qui sont soumis à ce risque-là. Et donc, il faut bien le comprendre. Vous ne pouvez pas le proposer à un client sans savoir de quoi il s'agit, et c'est complexe. Comprendre à la fois le risque lui-même et comprendre les garanties d'assurance qu'on peut offrir. Par exemple, c'est des types de contrats qui sont, comme ils sont
très peu pratiqué sur le marché. Donc, même les compagnies ne les connaissent pas encore très bien. Oui. Souvent, c'est aussi des contrats en anglais, donc il faut lire le texte original, il faut comprendre la clause, il faut la travailler. Donc, il y a aussi ce travail, je dirais, de recherche et développement Intéressant. qu'on fait dans le quotidien. Tout en développant Odo Assurance, votre engagement politique, il a continué. Oui. Quelle nouvelle forme il a pris ensuite? Bon, moi, je suis depuis toujours, je dirais depuis la création de cette... je suis membre de l'Alliance des économistes du Parti de l'Istiklal, donc dans le bureau de l'Alliance des économistes. Donc ça, c'est un travail puisque on a des réunions, on travaille de temps en temps sur des sujets, soit à notre initiative, soit à la demande de la direction du parti. Donc par exemple, chaque année, on va travailler sur la loi de finances, sur le projet de loi de finances, pour l'analyser et donner aux députés du parti des éclaircissements pour qu'ils puissent défendre. Ouais. Parce que c'est un document très technique, un député, il ne peut pas toujours tout connaître sur une loi, donc on les aide à analyser ou à faire des propositions d'amendement, etc., par rapport à la loi de finances. On travaille aussi sur certains sujets. Je vais vous donner un exemple. Les délais de paiement. On avait sorti un document très important sur les délais de paiement. Et la loi qui est aujourd'hui en vigueur s'inspire très largement de nos recommandations. Pour ne pas dire qu'elle est vraiment... qui est un sujet très important pour les PME, etc. Ouais, c'est ça le sujet. Donc voilà, donc il y a ce travail qui est intéressant et il y a des périodes où on travaille beaucoup sur un sujet, des moments où on a moins d'engagement, mais il y a un engagement régulier. Et puis je suis élu au Conseil régional de Casablanca, donc depuis maintenant 3 ans, ça fait le mi-mandat. Et donc là, alors, c'est vrai que la région est une bonne taille pour regarder les problématiques et pour avoir une vision assez précise ou pour agir sur des problématiques de développement économique et social. C'est le principal objectif de la région. La région de Casablanca aujourd'hui, le président est un membre du Parti de l'Istiklal, donc on est particulièrement engagé dans cette région. Et je pense qu'il y a des... On l'a vu, on a eu la réunion, je dirais, de la session ordinaire lundi, qui a fait passer un certain nombre de projets. Et donc, par rapport aux régions du Maroc, c'est une région qui se distingue quand même par le fait qu'elle avance assez rapidement dans ses réalisations. Alors, modulo une chose, comme c'est que, à mon avis, on n'avance pas assez vite. On avance beaucoup plus vite que d'autres régions, on avance relativement vite à ce qui se faisait dans le passé. Mais de manière générale, l'une des problématiques essentielles du Maroc, c'est la lenteur dans les décisions et dans l'exécution. Les exemples sont légion, sont multiples. Il y a une lenteur dans la décision et dans la mise en œuvre. Et souvent, les problématiques sont connues, assez bien analysées, les gens comprennent les problèmes, on sait. Mais pour la mise en œuvre, on n'arrive pas encore à... Les exemples sont multiples. Sur des lois, sur des... Alors, il y a des choses, encore une fois, cette remarque est générale, mais on le voit dans certains sujets, des sujets par exemple d'urbanisme, les plans d'urbanisme pour qu'ils sortent, des sujets, je ne sais pas, dans tous les secteurs, même dans des sujets plus politiques. Et je pense que c'est un point, d'ailleurs, le nouveau modèle de développement avait parlé de cette question, de la lenteur dans la prise de décision, dans l'exécution des décisions. Et c'est quelque chose et qui je pense évolue, que c'est central pour nous, pour accélérer notre développement. C'est un sujet. Évidemment, heureusement que de temps en temps, il y a des exceptions, il y a des sujets qui avancent vite. Oui. Mais de manière générale, c'est un grand handicap qu'on a dans l'économie nationale. Et cet handicap vient notamment, mais pas exclusivement, mais notamment de l'organisation de l'administration et des processus dans l'administration qui vraiment méritent d'être améliorés et réformés. Okay. Alors, on a, depuis des années, des ministres de la réforme de l'administration. Vous voyez, dans chaque gouvernement, il y a un ministre de la réforme. Mais on se demande où sont ces réformes. Moi, pour l'instant, je reste sur ma faim. Je pense que voilà un sujet qu'on n'a pas encore travaillé vraiment. Et pris en main, ouais. Ok. J'ai une dernière question. Vous avez été engagé dans le monde associatif, dans le monde politique.
et les sujets de développement, d'administration, etc. vous intéressent dans le pays. C'est quoi vos conseils pour des jeunes qui eux aussi veulent s'engager, contribuer à leur échelle à améliorer des choses, à développer le pays, etc. Ce serait quoi votre conseil? Bon, d'abord, on a une vraie question, c'est tous les jeunes qui ont étudié à l'étranger, il faut qu'ils rentrent. Je dis il faut, chacun fait son choix. Mais je pense que ça serait un choix raisonnable. Parce que, pour deux raisons. La première, d'abord, pour le pays, c'est positif. D'avoir toutes ces compétences qui rentrent, qui vont développer des choses, qui vont apporter, qui vont changer à leur échelle le fonctionnement de la société, des entreprises et des administrations. Deuxièmement, malgré tout, les perspectives au Maroc sont plutôt favorables par rapport à d'autres pays plus vieillissants où les possibilités de développement sont plus limitées, même si c'est des pays développés. Au Maroc, on est au début de la courbe. Donc, vous savez, il y a la fameuse courbe en S. Nous, on est dans la pente, on va entamer la pente du S. On va l'entamer seulement. Donc, on a devant nous quelques décennies, si on travaille bien, de développement rapide, où il y aura beaucoup de chantiers, beaucoup d'opportunités. Troisièmement, si on veut élargir, je pense que la vie quotidienne au Maroc également est agréable. Bien quand sûr. On a un travail, évidemment, elle n'est pas agréable pour tout le monde malheureusement, mais un jeune bien formé, s'il a un travail, s'il a des responsabilités, peut avoir une vie agréable. Il y a un environnement familial. Les villes, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur l'urbanisme des villes, sur les moyens de transport, des budgets très importants, donc l'environnement des villes va s'améliorer. Tous les investissements qui vont être faits en perspective de la Coupe du Monde, qui sont beaucoup d'investissements d'infrastructures, de transport, d'amélioration des équipements de santé, des équipements de télécommunications, etc., vont servir, j'espère, à la société de manière à avoir un cadre de vie plus agréable. Alors, il reste des domaines dans lesquels on peut progresser, le domaine de l'éducation. Mais je crois que là aussi, on est sur... je suis aujourd'hui plus optimiste que dans le passé. Je pense que le secteur de l'éducation au Maroc va aller de mieux en mieux, je pense. Il y a une vision nouvelle qui est en train d'être développée. On a vu, dernièrement, il paraît que les écoles pionnières ont été testées et observées et ont donné de très très bons résultats. C'est un modèle qui est appelé à se développer. On a aujourd'hui au Maroc le développement du préscolaire. Avant, les enfants entraient à l'école à 6 ans. Maintenant, ils rentrent à 4 ans dans le préscolaire. Donc, ils ont 2 ans de formation, d'acclimatation supplémentaire. Donc, ça va être des meilleurs élèves. Donc, même l'éducation nationale, moi, je suis persuadé qu'on va améliorer beaucoup l'éducation nationale. La santé, il y a une grande réforme qui fait... Donc, tous ces éléments concourent à un optimisme, à mon avis, raisonnable, qui fait que je pense que les jeunes pourraient s'inscrire dans cette dynamique et cet optimisme. Et dernière chose, moi, je dis aux gens, je ne sais pas, vivre en France aujourd'hui, c'est difficile. Vous allumez la télévision, on vous insulte. C'est ça, la France. Vous allumez la télévision française, ils insultent les Arabes et les musulmans du matin au soir. Il faut supporter ça. Donc, toutes ces raisons font que les jeunes sont les bienvenus. Je pense qu'ils ont toute leur place. Évidemment, ils vont être accueillis, mais ils vont également faire leur place. Bien sûr. Mais je pense qu'ils ont raisonnablement un potentiel vraiment de développement de leur vie personnelle et professionnelle qui est important. Ok. Le message est passé. Fouad Doueli, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi liker cet épisode et le partager à 2 personnes autour de vous. Ça nous aide beaucoup pour continuer à vous proposer des invités super intéressants. Merci et à la prochaine.